Un jour ordinaire, j'ai décidé de goûter un vin familier, acheté en ligne avec une généreuse réduction de 20%, au niveau du prix, sur un site recommandé par un ami. Cependant, à la réception du vin chez moi, une surprise désagréable. Le goût était complètement différent, ressemblant davantage à un étrange mélange de jus de raisin et d'alcool pur. Intrigué, je suis allé au marché le plus proche pour acheter une autre bouteille du même vin et réaliser une comparaison. La surprise persistait, car le deuxième exemplaire s'est révélé avec le goût auquel j'étais habitué, confirmant la bonne qualité du vin acheté au marché et la mauvaise qualité du vin acheté online. Maintenant, je me questionne sur la possibilité de contrefaçon de vin et je réfléchis à la fiabilité des achats en ligne. La quête du plaisir parfait dans le vin s'est transformée en un voyage plein de mystères, et j'ai senti le besoin d'approfondir mes recherches, et ce que j'ai découvert suggère que cette pratique n'est pas seulement courante, mais aussi la partie visible de l'iceberg de cette industrie. Il est curieux de constater que pendant longtemps, le vin a été perçu comme une boisson sophistiquée, réservée à une élite financière. Cependant, au-delà de ma propre expérience dans les allées du supermarché, certains événements marquants dans le monde du vin laissent entendre que cette narration a été mal contée à travers les siècles. Un de ces événements est mis en lumière dans le documentaire Tsurgrap, de 2016, remettant en question l'idée que le vin est simplement une boisson ordinaire, issue du pressage et de la fermentation des raisins, et qu'il n'y a aucune distinction réelle entre un vin fait maison et un vin sophistiqué d'une cave prestigieuse. Pour soutenir cette hypothèse, l'histoire de Rudi Kurniawan est mise en lumière. Cet Indonésien a érigé un empire en acquérant et en vendant des vins rares lors d'enchères. Une fois parvenu au pinacle, il a utilisé son prestige pour tromper les connaisseurs, ourdissant ainsi l'une des plus vastes supercheries de l'histoire. Rudi s'est transformé en escroc, mais ce qui a peut-être été plus frappant que sa propre histoire, c'est la duplicité des experts en vin, en particulier ceux évoluant dans les cercles les plus fermés, qui ont été victimes de la fraude sans le moindre soupçon. Cet aspect de l'histoire a captivé l'attention, soulevant une question cruciale: les prétendus « experts » en vin possèdent-ils réellement une connaissance approfondie? Existe-t-il une distinction véritable entre les vins disponibles dans les rayons des supermarchés et ceux adjugés aux enchères pour des sommes astronomiques? Comprendre la fraude qui a eu lieu dans l'industrie du vin nécessite une analyse approfondie, une analyse de la manière dont cet individu a réussi à tromper même les passionnés les plus dévoués, tout en demeurant hors des radars de la suspicion générale. Plongeons dans le parcours intrigant de Rudi Kurniawan, avant son immersion dans le monde enivrant du vin. Originaire de Jakarta, la capitale de l'Indonésie, Rudi a traversé les océans pour rejoindre les États-Unis avec un visa d'étudiant vers 1998. Il aspirait à poursuivre ses études dans une université californienne. Lorsque son visa a atteint sa date d'expiration en 2003, Rudi, déjà engagé dans une carrière prometteuse dans le vin, a décidé de rester aux États-Unis. Ignorant la date limite fixée par le gouvernement américain, il a choisi de demeurer sur le sol américain en tant qu'immigrant illégal. Les prémices de la carrière de Rudi en tant que dégustateur et chasseur de vins rares se dessinent au début des années 2000, dans le quartier de Woodland Hills à Los Angeles, plus précisément dans un établissement viticole réputé de la région. À l'âge de 24 ans, armé d'une bouteille de vin, il s'est dirigé vers la réception du magasin. Sa présence intrigante n'avait rien à voir avec l'achat de vin, mais plutôt avec la tentative de vendre. Les vendeurs du magasin racontent que Rudi, manifestant un vif intérêt pour le vin, cherchait à approfondir ses connaissances sur les saveurs, la production et les domaines d'origine. Cette quête de savoir l'a conduit à tisser des liens amicaux avec les employés, des passionnés de vin eux-mêmes, qui ont volontiers partagé leurs connaissances avec ce jeune apprenti. À ce moment-là, nul ne soupçonnait que ce curieux passionné deviendrait l'un des plus grands faussaires de l'histoire. En fait, les vendeurs eux-mêmes complimentaient le jeune homme, affirmant qu'il avait une excellente mémoire pour se souvenir des saveurs des vins, ainsi qu'un sens de l'odorat et du goût enviable. En peu de temps, Rudi avait acquis une solide connaissance du vin, suffisamment pour se débrouiller dans des conversations avec des experts, parfois même en se faisant passer pour l'un d'eux. Vers 2003, les cercles du vin à Los Angeles ont commencé à remarquer la présence assidue d'un inconnu lors d'événements de dégustation et d'enchères, un jeune homme qui dépensait des milliers de dollars à chaque session. Cet inconnu était Rudi, et à cette époque, on estimait qu'il dépensait environ $1 million par mois en bouteilles de vin précieuses, souvent rares. Le jeune anonyme a gagné en crédibilité dans le monde du vin, se forgeant la réputation d'un individu extravagant et étant reconnu pour son palais hors du commun. À mesure que sa collection s'enrichissait,
Rudy mettait en scène de nombreux spécimens rares lors d'événements de dégustation, partageant généreusement avec ses convives lors de somptueux dîners, suscitant l'admiration au sein de cette société et élargissant son cercle d'amis. Certains collectionneurs le surnommaient même « Dr Conti », en référence à une propriété dans l'est de la France qui produit des vins ultra luxueux très convoités. Pour donner un aperçu, une seule bouteille de domaine de la Romanée Conti rouge de 1993 pouvait être cédée au Portugal pour près de 24 000 €. Une autre, datant de l'année 1990, pouvait être dénichée dans un magasin à Sao Paulo pour 50 000 reais. Rudy était un acteur assidu sur la scène des enchères, procédant à des acquisitions et des ventes régulières jusqu'en 2006. Cette période lui permit d'amasser des lots de vins fins de diverses variétés. À ce moment-là, il jouissait de la réputation d'avoir probablement la meilleure cave au monde, et il pulvérisa le record de la valeur la plus élevée atteinte lors d'une seule vente aux enchères de vin, récoltant près de 25 millions de dollars, surpassant ainsi de 10 millions le record précédent. En dépit de la mise aux enchères de quantités massives de vins exotiques, rares et extrêmement coûteux par Rudy, la confiance en l'authenticité de ses bouteilles était universelle, alimentée par la notoriété de sa collection extravagante. L'année suivante, en 2007, Rudy organisa une nouvelle mise aux enchères de plusieurs bouteilles précieuses à Los Angeles, et ces bouteilles furent mises en avant en couverture du catalogue de la vente aux enchères. Cependant, cette fois-ci, les représentants d'un vignoble produisant certains des vins proposés par Rudy remarquèrent quelque chose de suspect. Ils informèrent la maison de vente aux enchères que les bouteilles étaient des contrefaçons. Après une analyse minutieuse, les bouteilles furent retirées en raison de leur caractère incohérent, selon les experts du domaine. À partir de cet épisode, plusieurs lots de Rudy commencèrent à présenter des anomalies étranges, telles que des bouteilles avec des dates de fabrication impossibles, correspondant à des périodes où les vins prétendument vendus n'avaient tout simplement pas été produits. Confronté à des soupçons grandissants et à des interrogations, Rudy répondit simplement « Nous avons fait de notre mieux, mais c'est de la Bourgogne, et parfois la merde arrive », laissant entendre qu'il n'était qu'une victime des contrefacteurs, juste après le retrait d'un de ses lots d'une vente aux enchères. Malgré cette réponse, la crédibilité de Rudy ne convainquit pas, et elle continua de se détériorer avec chaque nouvelle incohérence dans ses enchères. C'est alors qu'en 2009, l'homme d'affaires Bill Koch, las du manque de scrupules de Rudy, intenta une action en justice contre l'Indonésien. Il alléguait que ce dernier lui avait vendu délibérément des bouteilles contrefaites, que ce soit lors d'enchères publiques ou en transactions privées. À cette période également, Rudy fut accusé de ne pas rembourser un prêt de 10 millions de dollars à une maison de vente aux enchères réputée, jetant ainsi de l'huile sur le feu de ses problèmes juridiques. Cependant, comme le dicton l'affirme, rien n'est si sombre que cela ne puisse s'obscurcir davantage, et c'est à ce moment que toute cette narration confuse a captivé l'attention de personnes influentes aux États-Unis, le FBI. Rudy a été l'objet d'une enquête du FBI lorsque des membres de son cercle d'amis ont commencé à suspecter qu'il n'était pas la victime de faussaires, mais plutôt le faussaire lui-même. Les enquêteurs ont rapidement découvert sa situation irrégulière en matière d'immigration, suscitant des craintes quant au risque de fuite du pays. Ainsi, dans la nuit du 8 mars 2012, une demi-douzaine d'agents du FBI se sont rendus à la résidence de Rudy à Arcadia, en Californie, et l'ont appréhendé. Après une fouille approfondie de la maison, le FBI a mis au jour des milliers d'étiquettes de vins rares, des centaines de bouchons, neufs et usagés, ainsi qu'un équipement pour les produire. Un véritable arsenal de contrefaçons a été découvert, comprenant des tampons en caoutchouc, de la colle, des ciseaux, des moules d'étiquettes, du papier, des instructions pour la fabrication d'étiquettes de marques de vins renommées, entre autres articles de fraude. Avec autant de preuves explicites, il ne faisait aucun doute que Rudy falsifiait des vins depuis des années, vendant des vins bon marché dans des bouteilles prétendument très précieuses. Plus tard, il a été révélé que même son nom était un leurre, son vrai nom était Zhen Wanguang. Rudy Kurniawan est devenu tristement célèbre en tant que plus grand faussaire de vin de l'histoire et a été condamné à 10 ans de prison en 2014, avec une obligation de verser 28 millions de dollars de restitution et 20 millions supplémentaires au fisc. Jusqu'à aujourd'hui, le nombre exact de victimes dans l'affaire Kurniawan n'est pas connu, mais une chose est certaine, la crédibilité même du marché des vins a été ternie. Après avoir purgé une peine de 7 ans, Rudy a été libéré par la justice à la fin de 2020, et quelques mois plus tard, il a été expulsé par les services de l'immigration, mettant ainsi fin à son séjour aux États-Unis. Cependant, les dégâts causés par Rudy sur le marché étaient déjà irréversibles, et dans les années qui ont suivi la chute de sa supercherie, une question persistait.
Les prétendus experts en vin possèdent-ils réellement une connaissance approfondie, ou est-ce simplement un jeu où chacun feint de savoir plus que l'autre? De nombreux experts ont émis des critiques élogieuses sur ces vins, se révélant incapables de déceler les contrefaçons même après avoir goûté et analysé les subtilités largement discutées dans les cercles du vin. Plus étonnant encore, bon nombre de ces experts sont devenus amis de Rudy, participant à de nombreuses dégustations de ces échantillons sans jamais se douter de la supercherie. Après la révélation de la vérité et l'échec du stratagème, certains experts ont utilisé cet épisode tragique pour remettre en question la cohérence de la base de connaissances sur laquelle repose le marché des vins. Pourquoi n'a-t-on pas remarqué quelque chose d'anormal dans les vins de Rudy? Existe-t-il réellement un consensus sur les saveurs et les caractéristiques des vins, ou cela relève-t-il purement de la spéculation? Et s'il s'agit effectivement de spéculation, existe-t-il une distinction entre un vin rare et un vin produit dans une cave ordinaire? Le marché du vin, prévalant depuis des siècles avec l'idée qu'un bon vin doit être exclusif et cher, cela souligne que la valeur perçue d'une marque peut surpasser la valeur réelle d'un produit, une tendance observée dans divers secteurs, tels que la mode, vu le boutique Supreme, et la technologie, vu le Apple. Avec l'accès croissant à l'information, les entreprises transparentes et axées sur une valeur réelle peuvent se démarquer dans la relation avec les consommateurs. Ainsi, l'industrie du vin pourrait être en passe de connaître un grand changement, remettant en question les bouteilles surévaluées et les connaissances raffinées. En fin de compte, acheter un bon vin devrait être aussi simple que réunir famille et amis pour partager quelques verres autour d'une bonne conversation et apéro. Alors, que pensez-vous de l'industrie du vin? Commentez ci-dessous et profitez-en pour partager cette vidéo avec cet ami qui se fait passer pour un connaisseur de vin. C'est tout pour cette vidéo. Un grand merci et à bientôt.